Le vestiaire, c'est bien plus qu'un lieu. C'est un espace où tout commence. Là où, avant même de fouler le terrain, les grandes décisions se prennent. Les stratégies ne naissent pas sous les projecteurs. Elles s'affinent au calme, dans la réflexion collective. Bienvenue dans Le Vestiaire, le podcast du vestiaire de l'immobilier, qui vous ouvre les portes des coulisses de l'immobilier. Ici, pas de discours formatés, mais des confidences, des stratégies et des expériences vécues, racontées par ceux qui font bouger les lignes du secteur. Animé par Julien Pibouré, directeur associé de l'agence de communication /Boom, chaque épisode est une immersion dans l'envers du décor. Prenez place, l'immobilier se pense avant de se construire. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du Vestiaire, le podcast du vestiaire de l'immobilier. Aujourd'hui, on reçoit Yvan Vagic, cofondateur du groupe Wimo. Salut Yvan. Bonjour Julien. Bon, on va échanger bien évidemment sur tout ce que tu fais. J'aimerais que tu me présentes un peu plus en détail toutes les activités du groupe Wimo. Alors, Wimo, il faut savoir que c'est un groupe que j'ai cofondé en 2017. Après une expérience dans la promotion immobilière, j'ai passé quelques années à construire des logements et à les vendre. Et j'ai créé Wimo Immobilier Neuf, qui est une société qui fait de la transaction pour le compte des promoteurs immobiliers et qui a une spécificité, c'est qu'on travaillait qu'en Ile-de-France et avec des clients promoteurs qui nous confiaient l'exclusivité de leurs biens. Donc c'est une société qui s'est bien développée, qui continue à se développer, qui a aujourd'hui quasiment une quarantaine de collaborateurs et qui a à peu près 1000 logements en stock en Ile-de-France. Il faut savoir que le groupe, en fait, comme beaucoup de groupes, une fois qu'ils ont atteint une certaine taille critique et voilà, on va dire qu'on maîtrise bien un pan de notre métier, en fait, à un moment donné, on peut réfléchir à se diversifier, à créer d'autres activités. Et c'est vrai que l'activité de la transaction immobilière, c'est une activité où il n'y a pas de récurrence. C'est que du one-shot à chaque fois. Et on a réfléchi à différentes manières de créer de la récurrence en termes de chiffre d'affaires. Ça, c'était un de nos premiers éléments de réflexion. Le deuxième élément de réflexion qui m'a poussé à diversifier le groupe et à créer Wimo Reim pour Real Estate Investment Management, en fait, c'est parce que moi, j'ai 3 enfants, le 4e qui arrive, mais j'ai mon 3e qui on a découvert qu'il avait une maladie génétique rare. Et en fait, on s'est dit, je me suis dit à un moment donné, comment est-ce que je peux contribuer à rendre un peu le monde meilleur, à changer le monde et aller chercher des financements pour contribuer à la recherche sur ces maladies, tous ces éléments-là. Et en fait, je me suis rendu compte un peu d'une certaine, au hasard des rencontres, des formations, des gens qu'on a pu croiser, que ce monde, mine de rien, il est quand même fait pour la finance. Et que si on veut lever des fonds et qu'on veut changer un peu le monde, en fait, il faut avoir l'accès à l'argent. Et l'un des moteurs, pour moi, ça a été de créer, de ce constat-là, aller chercher de la récurrence pour le business, avoir quelque chose qui me permette de contribuer à rendre un peu le monde meilleur et à lever des fonds, des capitaux pour avoir un impact social sur le monde. Et en fait, je me suis dit que j'allais créer ma SCPI. D'abord commencer par créer la légitimité sur son secteur, parce que c'est un secteur qu'on maîtrise parfaitement, l'immobilier, en tout cas l'investissement. Et une fois qu'on a créé cette légitimité et qu'on a lancé un business qui tourne de ce point de vue-là, en fait, on peut mobiliser des fonds et des capitaux pour avoir un impact. Donc il y a une vraie réflexion un peu profonde dans la mue que le groupe a entrepris en 2023, parce que j'ai lancé le chantier de la création de la SCPI en 2023, et puis ensuite le temps de réunir l'équipe, d'obtenir les agréments, en fait on a lancé au cours du 2e trimestre 2024 la SCPI Wimo One, qui est une SCPI de rendement diversifiée et qui investit en Europe. Alors, tu m'as dit que le podcast était écouté par un peu plus de 50 000 personnes aujourd'hui. Donc en fait, tout le monde n'est pas forcément aguerri sur ce que c'est qu'une SCPI. Mais une SCPI, en fait, c'est comme une grosse SCI. C'est déjà une notion que les gens connaissent un peu mieux. Et donc c'est une grosse SCI qui collecte de l'argent de façon perpétuelle et qui investit cet argent dans l'immobilier. Et cette SCI, donc cette SCPI, elle confie un mandat de gestion à une société de gestion qui est agréée par l'autorité des marchés financiers. Donc dans notre cas, c'est Wimo One qui confie un mandat de gestion à Wimo Reim pour gérer son patrimoine, collecter des fonds, gérer la relation avec les investisseurs.
Et donc WeMoreM va gérer tout le portefeuille immobilier, le patrimoine immobilier, va collecter les loyers et va les redistribuer à ses investisseurs et ses associés dans la SCPI. Voilà. Donc c'est un business qui est absolument génial pour nous parce que on a été un peu frustrés sur le business d'origine, à savoir l'immobilier neuf, finalement de n'accompagner que nos clients promoteurs sur un bout de leur activité. L'avantage, c'est avec WeMoreM, c'est qu'on suit nos clients absolument du début à la fin, c'est-à-dire que tant qu'ils sont investisseurs chez nous, en fait, on garde la relation, ce qui fait qu'on a des clients qui nous appellent. Moi j'ai un défaut, c'est que je réponds tout le temps au téléphone et que tous mes associés ont accès à mon numéro de téléphone portable en direct. Il est sur tous les bulletins d'information, ce qui fait que des fois je reçois des petits appels ou des petits SMS le week-end, j'y réponds, mais on sent bien qu'il y a une relation de confiance avec nos associés investisseurs et que en fait on a des personnes qui mettent leurs économies pour leur retraite future chez nous, et donc on sent le poids de la responsabilité de l'argent qu'on nous confie pour le faire fructifier et pour servir un complément de revenus à nos associés investisseurs. Voilà. Donc c'est un peu tout le cheminement qui nous a voilà, je sais pas, je suis peut-être parti dans tous les sens, cher Julien. C'est très bien déjà ces premières explications, mais on va y revenir un peu en détail un peu sur ces sujets, parce que c'est des produits en fait aussi, je pense, qui intriguent aussi beaucoup de personnes, et il n'y a pas forcément aussi beaucoup de spécialistes sur ces sujets. Alors déjà, si on revient un petit peu en arrière, Yvan, j'aimerais quand même un petit peu que tu m'expliques qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'immobilier. Alors, c'est un peu le hasard des choses parce que j'ai fait une formation, je me suis préparé à l'École normale supérieure de Cachan en droit, économie, gestion. Le hasard de la vie a fait que en fait, ça n'a pas fonctionné, et puis de manière assez classique, je me suis redirigé vers des études de droit. Et donc après avoir fait des études de droit assez classiques et des stages dans des cabinets d'avocats, je me suis dit que c'était pas forcément ce que je voulais faire. Et à un moment donné, je me suis réorienté vers l'immobilier. Donc j'ai fait l'ESPI et le master de Dauphine en management de l'immobilier. Et le hasard de la vie a fait que en master 2, j'ai pu croiser un promoteur qui nous a fait visiter son chantier. C'est un petit promoteur qui s'appelle Brickville, qui sort ses 150-200 logements par an, ce qui est déjà significatif en Ile-de-France, j'ai envie de dire. Mais et puis j'ai commencé par un stage chez un promoteur, et puis de fil en aiguille, je suis devenu responsable de programme immobilier. J'ai contribué à livrer 300 logements sur plusieurs années avec en fait, on avait la particularité de prendre un projet du début à la fin, parce que quand on travaille chez un petit promoteur, les tâches ne sont pas très segmentées. Donc en fait, on gère le projet du début jusqu'à la fin, et ça, c'était quand même très formateur. Et donc j'ai démarré comme ça dans l'immobilier, la construction, un peu par le hasard des rencontres et des réorientations, on va dire, en Master 1, Master 2, que j'ai choisi tout simplement. Donc tu as commencé chez un promoteur. C'est ça. Et ensuite, quelles ont été les étapes pour arriver à construire ce groupe ? Alors moi, j'ai commencé chez un promoteur, donc j'avais 22, 23 ans. J'ai fait 2-3 ans en tant que responsable de programme. Donc comme je t'ai dit, j'ai livré mes 300 logements. Ensuite, j'ai eu la chance de devenir directeur commercial, très jeune, j'avais 25 ans, 25-26 ans. Et donc, il y avait une particularité, c'est qu'à 25-26 ans, j'ai commencé à très bien gagner ma vie, alors que je vivais dans un petit studio, dans un petit 2 pièces avec ma femme. Et en fait, je mettais tout mon argent de côté. Et à un moment donné, il y a eu un petit creux de production chez les promoteurs chez qui je me trouvais. Et c'est là où je me suis posé la question, soit effectivement je patiente, soit je crée quelque chose. Et comme je viens d'une famille d'entrepreneurs, parce que mes parents ont toujours eu des affaires, alors ils sont dans la restauration, donc mon père avait un peu plus de 5 restaurants du côté de Disney. Donc du coup, je me suis dit, je vais créer quelque chose. Et comme à 25-26 ans, t'as pas d'enfants, t'as pas de dépenses, tu mets tout ton argent de côté. Je me suis dit, au pire du pire, j'ai mis un peu d'argent de côté. Si jamais ça marche pas, en fait, je pourrais toujours rebondir, retrouver un job. Donc, je suis allé voir mes anciens patrons de l'époque, Géraud Decèze et Bertrand Gaffinel, et puis je leur ai dit, j'ai un projet entrepreneurial, je veux créer Wimo, je veux commercialiser des logements neufs, c'est le métier que je sais faire. Et en fait, est-ce que ça vous dit de faire un petit bout de chemin ensemble ?
Et donc effectivement, ils m'ont aidé à me lancer. Ensuite, l'histoire fait le reste parce que je recrute Thomas Ballet, qui est mon premier alternant, qui est la première recrue de Wimo, que tu connais bien. C'est la première recrue de Wimo que tu connais bien parce qu'il est membre du vestiaire. Et donc, il commence en stage chez moi. Je le savais pas, mais il avait refusé de belles propositions à l'époque et il reste avec moi. Et 8 ans après, on est toujours ensemble. Et puis, la boîte il a pris. Maintenant, il est directeur du développement. Il a pris une belle envergure dans l'entreprise. Et aujourd'hui, c'est un des piliers du groupe. C'est une vraie fierté parce que il a commencé comme stagiaire. On a commencé dans un petit bureau avec une fuite au plafond. C'est un peu notre histoire qu'on aime bien répéter souvent. Maintenant, ça commence à faire loin. Ça fait 8 ans, 10 ans maintenant. Mais voilà, aujourd'hui, on est une quarantaine de personnes. On a 1000 logements en Île-de-France. C'est peut-être, peut-être 5% de l'offre de logements neufs francilien on essaie de vendre ça pour nos clients promoteurs, mais il faut savoir qu'on a entre 40 et 60 programmes immobiliers neufs sous exclusivité. Voilà, donc c'est quand même significatif en termes de volume de transactions à l'année. Et voilà, donc ça c'est une activité, mais c'est une activité sur laquelle je suis toujours présent, mais qui est organisée un peu différemment, parce que le groupe s'est renforcé, on a une nouvelle direction générale qui est arrivée avec l'arrivée d'Henri de Lacoste, qui est un ancien de chez MDH. Donc c'est un groupe qui vit bien, en fait. On reste un groupe à taille humaine et on se développe à notre rythme. On n'a pas vocation à devenir une multinationale, on cherche simplement à être une boîte heureuse où les gens se sentent bien à l'intérieur et faire bien notre job. La crise nous a un peu éprouvés en 2023 et 2024 parce que forcément le marché est plus compliqué, que ce soit sur le marché de l'immobilier neuf ou le marché de la SCPI. La chance qu'on a ou la force qu'on a sur le marché de la SCPI, c'est qu'on arrive sur un marché avec une page blanche. Donc en fait, on n'a pas d'effet de stock, on n'a pas de patrimoine immobilier à porter qui s'est déprécié ou qu'on a acheté trop cher. Donc on arrive et c'est plus facile de commencer à écrire l'histoire lorsque on commence d'une page blanche. Lorsque, pour la partie Wimo Immobilier Neuf, en fait, on a quand même tout le poids du passé, avec tous les programmes immobiliers de l'ancien monde qui étaient mal calibrés en termes de prix. Et lorsque le marché immobilier s'est recalé à la baisse, forcément, la particularité de l'immobilier neuf, c'est que le promoteur, il n'a pas une marge qui est énorme. Un promoteur qui a 7-8% de marge sur une opération de promotion, c'est déjà une marge, c'est une marge opérationnelle classique, hors frais de gestion. Et en fait, lorsqu'on a 7-8% de marge, en fait, on ne peut pas se permettre de baisser ses prix de 10 ou 15%. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le promoteur, il peut faire quelques petites actions commerciales, mais pour fluidifier quelques ventes, mais il ne peut pas baisser ses prix de 10 ou 15%. Donc le marché se fige, le marché se gèle, et c'est le nombre de transactions qui diminue. C'est ce qui le différencie principalement de l'ancien, parce que le marché de l'ancien, quand tu as un propriétaire qui a acheté son appartement à 400 000 euros, ça fait 10 ans qu'il est dedans, son appartement en 2022, il valait peut-être 600 000 euros. S'il vaut 600 000 et qu'on lui explique qu'en 2024, il ne vaut plus que 530, en fait, il se dit quand même qu'il a fait une plus-value de 130 000 euros. Et donc, il peut se permettre peut-être de baisser son prix pour aller sur un autre projet immobilier. Et s'il doit racheter, si lui, il vend moins cher, forcément, il rachète moins cher aussi. Donc, dans l'ancien, le marché peut s'ajuster beaucoup plus facilement. Dans l'immobilier neuf, c'est difficile. Et donc, le marché a plutôt tendance à se figer et à se scléroser. Et c'est le volume de transactions qui baisse, pas forcément les prix. J'aimerais que tu m'expliques comment concrètement tu as réussi à convaincre les promoteurs. Parce qu'aujourd'hui, les promoteurs, tout le monde aime les promoteurs. Alors c'est vrai que c'est une période qui est quand même compliquée, mais ça peut être évident d'arriver à capter les premiers promoteurs pour Wimo. C'est vrai. En fait, c'est exactement ce qu'on vit aussi à l'instant T sur WimoRent. Alors, on est content parce qu'on arrive à collecter un peu plus de 5-6 millions d'euros par trimestre. Donc, on est super content parce que dans un contexte de marché un peu déprécié, où la collecte est moins significative, on est quand même sur des trends de collecte qui sont bien. On est content. Et en fait, c'était la même chose pour Wimo Neuf au début. C'est-à-dire qu'au début, ils font pas confiance à la marque. Ils font confiance à la personne qui est en face d'eux. Et effectivement, après, c'est mon rôle, c'est mon job de rassurer et de démontrer qu'on est sérieux sur notre capacité à délivrer. Et je vais te donner un exemple tout bête. Lorsqu'on a démarré Wimo Neuf, en fait, c'est Thomas et moi qui faisions le job, en fait. Et donc, Thomas et moi, on était au four et au moulin, on faisait les études de marché,
on allait les présenter aux promoteurs, on mettait en place le plan d'action de communication et commercial et on vendait les programmes. Mais on était présent sur le terrain full time, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un seul moment où un promoteur pouvait nous appeler le vendredi soir à 21h pour nous demander quelques éléments d'explication, on répondait. Et en fait, c'est du développement à l'énergie, on est toujours présent pour nos clients. Et en fait, c'est un peu pareil aujourd'hui pour WeMoreAim, c'est-à-dire que moi j'ai des souscripteurs, des personnes qui nous appellent tard, le week-end, peu importe quand, on essaie d'être toujours présent et de répondre aux questions. On essaye de délivrer aussi, c'est-à-dire qu'en fait, on a une particularité dans la SCPI, c'est qu'on a mis notre argent personnel dans la SCPI. Et ça change tout parce que du coup, on gère la SCPI comme si c'était pour nous. Et je dirais que même au-delà d'avoir mis notre argent personnel, on a même de l'argent, des gens de notre famille qui ont mis de l'argent. Donc moi, quand j'ai mon père ou que j'ai la mère d'un de mes associés, ce qui est marrant, c'est que les parents des 3 associés fondateurs, Gurvan, Christophe et moi, les parents ont mis de l'argent dans la SCPI. Et en fait, quand on comprend ça, on comprend que nous, la manière dont on gère ce fonds immobilier, on est vraiment impliqué personnellement. Ce qui fait que nous, par exemple, il y a la période des déclarations d'impôts qui s'ouvrait. Nous, on a fait en sorte que le jour où la période de déclaration s'ouvrait, les IFU, les imprimés fiscaux uniques qui aident à la déclaration des revenus perçus par les associés, en tout cas des associés investisseurs dans la SCPI, en fait, on a fait en sorte que cet IFU soit dans l'espace client de nos investisseurs le jour même. C'est-à-dire que le jour même, le jour de l'ouverture, ils avaient leur IFU. Ils l'ont pas eu 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines après. Non, le jour de l'ouverture, l'IFU était dans leur boîte mail. Ensuite, deuxième élément, typiquement quand on gère le patrimoine immobilier et qu'on négocie avec un renouvellement de bail, en fait, on est tellement impliqué dans le renouvellement du bail, c'est un des associés qui gère en direct ce renouvellement. Donc en fait, du coup, on n'est pas à octroyer on considère notre locataire comme un client parce que c'est lui qui fait qu'on arrive à distribuer des revenus à nos associés, mais en même temps, on est là pour faire le travail le plus précis et le plus efficace possible pour que les renouvellements avancent, pour renouveler dans de bonnes conditions, sans accorder de cadeaux inutiles aux locataires lorsqu'il n'y a pas besoin, et ainsi de suite. Donc en fait, on a une gestion qui est assez proche de notre locataire, et c'est la même chose par exemple aux acquisitions. Je vais te donner un exemple tout bête, c'est-à-dire en fait on est 3 associés, moi je m'occupe plutôt de la collecte, Gurvan s'occupe lui plutôt des acquisitions, et Christophe lui s'occupe de la gestion. Mais donc en fait quand on est 3 associés à piloter les 3 pôles qui font la réussite d'une SCPI, finalement on va être hyper dans l'optimisation à chaque fois. Et je vais te donner un exemple concret. À chaque fois qu'on négocie un actif immobilier, en fait on négocie comme si c'était pour nous. Donc en fait, on ne va pas juste acheter un actif parce qu'il est au prix ou parce que on a reçu l'info mémo de l'agent immobilier qui nous dit que c'est à ce prix-là, que c'est pas négociable, blablabla, etc. En fait, il n'y a pas un seul actif qu'on négocie pas et qu'on n'essaie pas d'acheter et d'optimiser en termes et en fait c'est ce qui va faire, je pense, la performance à long terme de la SCPI, quoi. Alors là, bien sûr, bien évidemment, on entre sur le sujet SCPI. J'aimerais quand même que tu m'expliques un petit peu les modalités pour souscrire aussi à une SCPI. Moi, je suis aussi un peu intrigué sur quels sont les publics concernés. Alors, pour répondre à ta première question, comment est-ce qu'on souscrit à une SCPI ? En fait, c'est facile. Tu signes un bulletin de souscription et le montant de souscription minimum, c'est 1 000 €. Donc, ça veut dire qu'à partir de 1 000 €, tu peux devenir copropriétaire du patrimoine immobilier de la SCPI. Et c'est l'une des grandes différences avec l'immobilier physique. L'immobilier physique, tu es souvent obligé de contracter un emprunt pour pouvoir devenir propriétaire. Ensuite, alors les deux ont des plus et des moins. En fait, l'un n'est pas forcément meilleur que l'autre. Les deux sont souvent complémentaires. L'une des problématiques qu'on a dans l'immobilier résidentiel, classique lorsqu'on souhaite en devenir propriétaire, c'est que finalement c'est 150, 200, 250 000 € minimum pour acheter un bien, et donc tu as un ticket d'entrée qui est significatif. Donc tu dois avoir recours à un prêt immobilier sur 15, 20, 25 ans en fonction de ta situation, de ton âge, de tes revenus. Donc mine de rien, il y a une logique qui est très long terme. Dans l'immobilier, on va dire de la pierre papier, dans la SCPI,
En fait, la logique est un peu différente. Tu peux devenir copropriétaire à partir de 1 000 €. Tu peux mettre en place des versements programmés, c'est-à-dire que tu peux mettre en place un prélèvement de 200 € tous les mois, tous les trimestres, tous les ans sur ton compte pour investir dans la SCPI. D'accord. Donc en fait, il y a une logique de construction patrimoniale qui est un peu différente. On peut recourir à l'emprunt également pour acheter des parts de SCPI. Mais l'accès à l'emprunt est un peu plus difficile, les taux sont un peu différents et ça reste quand même un produit financier, même si le sous-jacent est immobilier, ça reste quand même un produit financier. Donc les banques financent un peu moins facilement, c'est-à-dire que chaque banque en France finance un emprunt immobilier classique. Des emprunts pour acheter des parts de SCPI, en fait, il y a beaucoup moins d'acteurs qui le font. On a un partenaire comme le Crédit Agricole Consumer Finance qui le fait, et effectivement, les conditions sont un peu moins souples que quand je dis moins souples, en tout cas, sont un peu plus cadrées. C'est 10% d'apport minimum, le taux est plutôt à 4,95 plutôt qu'à 3% aujourd'hui. La durée maximum, c'est 20 ans au lieu de 25 ans dans l'immobilier physique. Bref, on a des points qui sont un peu différents. Par contre, en SCPI, tu as zéro souci de gestion. C'est-à-dire que du coup, tu as placé ton argent, tu reçois tes revenus une fois que tu as purgé ton délai de jouissance, et une fois que tu perçois tes revenus, tu as juste à les déclarer. Et ça, c'est quand même une tranquillité d'esprit et une manière différente de concevoir l'investissement. Voilà, c'est souvent complémentaire. Voilà. Moi, j'ai l'impression, peut-être que je suis un peu profane par rapport à ça, mais je trouve que le point de vue est peut-être aussi intéressant. Quels sont les profils des gens qui se dirigent vers la SCPI? Parce que, en fait, les gens connaissent beaucoup les SCI. Tu parlais aussi de l'immobilier résidentiel. Moi, j'ai l'impression que, finalement, la SCPI, c'est pas forcément si connu que ça. Ou alors, c'est peut-être un public averti qui s'oriente vers ça. Est-ce que c'est un peu ça ou je me trompe? Je dirais que de manière spontanée, pour investir en SCPI, il faut déjà avoir, on va dire, réalisé la base de son patrimoine. C'est-à-dire qu'on est souvent propriétaire de sa résidence principale et on cherche à avoir un complément de revenu. Il faut savoir que la SCPI, donc c'est un produit financier qui est réglementé. Et donc, on va avoir par exemple un classement sur l'échelle de risque de la SCPI. Et la SCPI est classée généralement à 3 sur 7. Enfin, en tout cas, c'est le cas de la SCPI Wimo One. On peut avoir des SCPI qui sont un peu plus risqués, qui peuvent être à 4 sur 7. Mais, donc 7, c'est le maximum. Alors 7, c'est exactement. Enfin, c'est vrai qu'on va prendre le temps de préciser. Oui. Le risque zéro n'existe pas. De toute façon, dans tout investissement, le risque zéro n'existe pas. Et c'est pour ça que le premier risque commence à l'échelle de 1. Voilà. C'est souvent les obligations, les fonds euros, et c'est souvent c'est des placements qui sont assez peu risqués, sont assez peu volatiles, et donc du coup il y a un rendement qui est en adéquation avec ce niveau de risque. Ensuite, à l'opposé, tu as les actions. Généralement, les actions, lorsque tu détiens des titres vifs, donc tu détiens des actions en direct, ou que tu investis à travers des ETF, ce sont en tout cas des trackers qui répliquent la performance d'un indice. Par exemple, tu peux avoir un tracker pour le CAC 40 et tu peux investir et suivre la performance du CAC 40. En fait, c'est souvent, les actions, c'est souvent des risques compris entre 5, 6 ou 7 sur 7, par exemple. Voilà, donc c'est le niveau de risque maximum, parce que la volatilité est extrême. Par exemple, lorsque Donald Trump a annoncé début avril qu'il lançait sa guerre commerciale et il jouait avec les droits de douane, en fait, toutes les bourses se sont effondrées. On est aujourd'hui, quand on tourne le podcast, on est le 13 mai. Il y a eu un pseudo-accord entre la Chine et les États-Unis là tout récemment, et toutes les bourses ont flambé à la hausse. Donc en fait, il y a un effet yo-yo qui est beaucoup plus important, et c'est pour ça qu'il y a un peu plus de risques, parce que le risque de perte en capital, il est quand même présent, et tout peut arriver dans la vie. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, et dans l'investissement c'est pareil, tout peut arriver. Donc risqué, ça veut dire que tu peux tout perdre. Exactement, tu peux tout perdre. En bourse, tu peux tout perdre. Donc l'immobilier, en fait, c'est un peu un entre-deux, c'est plutôt pour les profils un peu équilibrés. C'est un niveau de risque entre 3 et 4 sur 7. Le Wimo One, c'est un risque qui est à 3 sur 7. Donc c'est quand même un investissement qui est plutôt stable, parce que le sous-jacent, c'est de l'immobilier. Tant que les locataires payent leur loyer, en fait, il y a des distributions de revenus, et s'il y a des locataires qui partent, les revenus peuvent baisser, etc. Mais voilà, c'est partie des risques de l'immobilier. Donc, la SCPI, donc pour répondre à ta question, c'est pour des gens qui veulent pas trop de volatilité, c'est pour des gens qui veulent un complément de revenus, parce qu'en fait, la SCPI, c'est à ça que ça sert. On met 100 000 €, on purge son délai de jouissance, parce que c'est le temps où on ne perçoit rien, parce que il faut que la SCPI, la société de gestion, ait le temps de déployer les fonds.
Mais une fois qu'on a purgé son délai de jouissance, et ben en fait, on a un complément de revenu trimestriel ou mensuel et qui est versé directement sur le compte. Et ça, en fait, c'est vraiment adapté à un profil de clients qui veulent ne pas avoir de soucis de gestion, qui commencent à préparer leur retraite. En plus, il y a une spécificité, c'est que ça peut s'adresser aussi à des gens qui ont un niveau d'impôt assez significatif. Parce que la force qu'on a avec notre SCPI, Wimo One, mais alors on n'est pas la seule, et beaucoup de SCPI sont sur ce créneau-là, c'est qu'on investit en Europe. Et en fait, quand on investit en Europe, il y a des mécanismes de non-double imposition qui font que pour les personnes physiques et les personnes morales qui achèteraient des parts de SCPI, en fait, sur leur code-part de revenus européen, en fait, ils ont un impôt qui est bien allégé par rapport à ce qu'ils paieraient si c'était des revenus fonciers français. Et en fait, si vous avez quelqu'un, enfin, plus vous payez d'impôts, plus vous êtes dans une tranche marginale d'imposition élevée, plus vous avez intérêt à aller sur des SCPI européennes parce que vous optimisez votre fiscalité. Donc, complément de revenus, optimisation de la fiscalité, placement plutôt équilibré, pour les profils équilibrés, il n'y a pas de volatilité extrême. Et puis, on peut recourir à l'emprunt pour acheter des parts de SCPI, donc finalement, ça permet de capitaliser. Et puis le marché s'est quand même polarisé en deux. Il y a toutes les SCPI un peu historiques, des SCPI monothématiques, bureaux, qui ont pris un peu le bouillon, hélas, qui ont décoté leur prix de part et qui ont... souvent, c'était les SCPI qui ont beaucoup collecté. Donc, il y avait une problématique, c'est qu'elles ont beaucoup collecté. Et donc, il fallait qu'elles placent leur collecte sur un marché qui était largement en faveur des vendeurs. Donc en fait, elles achetaient sur la base de taux de capitalisation, de rendement assez faible. Et lorsque le marché s'est retourné en 2023, en fait, elles se sont retrouvées à avoir déployé une grande partie de leur collecte sous l'empire des taux bas. Et donc la valeur des actifs a baissé. Donc elles ont dû décoter leur prix de part. Et en fait, lorsqu'on est une jeune SCPI, donc c'est le cas des SCPI qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est le cas de Wimo One. En fait, quand vous vous lancez sur un marché qui est un peu, on va dire, déprécié, en fait, vous achetez des actifs pas chers. Et donc, potentiellement, lorsque les taux vont rebaisser dans le futur, le patrimoine peut s'apprécier et il y a des potentiels de revalorisation de prix de part. Maintenant, ça reste non garanti. Et en fait, c'est aussi la force des plus jeunes, quoi. Voilà. Donc, les anciennes SCPI en tout cas, ont l'avantage de leur capitalisation, d'avoir des capitalisations, d'être des gros paquebots, mais c'est elles qui ont subi vraiment le contre-coup de la crise et de la hausse des taux, quoi. Oui, vous avez une certaine aussi agilité sur ce que vous pouvez proposer. Justement, ça m'amène à une question aussi sur un peu la réflexion du marché, comment ça se passe. Qu'est-ce que tu vois, toi, comme tendance actuelle ou comme évolution, alors, soit sur l'immobilier ou sur les SCPI, je te laisse décider le sujet que tu veux aborder. Pour parler de l'immobilier de façon générale, on voit qu'il y a un retour des acheteurs et il y a des capitaux qui commencent à arriver. En fait, tout simplement, la BCE a commencé à baisser ses taux. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, que l'on soit un particulier ou que l'on soit une entreprise, l'accès à la dette est plus facile. Les prix, eux, ils ne sont pas repartis à la hausse, ils stagnent, continuent éventuellement à baisser, mais on va dire que au moment où on se parle, on est plutôt sur une phase de stabilisation. Et concrètement, il y a toujours des affaires à faire. Et ce qui fait qu'on va réussir sur le long terme ou pas, en fait, c'est notre stratégie. Là, je prends ma casquette gérant de SCPI. Et en fait, nous, on l'a vu lorsqu'on s'est positionné, lorsqu'on a démarré sur le marché. Donc, on a démarré en juin 2024 à déployer nos premiers fonds. On a commencé un peu plus tôt. On a lancé la SCPI en avril, mais le temps de collecter, d'avoir les premiers euros à investir, on a démarré en juin 2024. Et en fait, on s'est aperçu que lorsqu'on allait sur des actifs, on va dire un peu classiques, donc d'une certaine taille, à plus de 5 millions d'euros, en fait, on s'est aperçu qu'on avait de la concurrence d'acteurs institutionnels en fait, qui servaient des rendements qui étaient à 4, 5, 6%. Et qu'en fait, pour eux, acheter un actif à 6,5 ou 7, c'était relutif sur leur performance. Ça signifiait que l'acheter à 7, ça améliorait leur perf. Sauf que nous, dans les estimations qu'on faisait, ça valait pas 7, ça valait peut-être 8, 8,5, 9%. D'accord. Et en fait, du coup, on se retrouvait encore avec des actifs qui étaient achetés au prix du marché d'aujourd'hui, voire même un peu plus cher. Mais ça allait très bien à certains acteurs institutionnels parce que eux, c'était relutif sur leur perf, j'ai déjà dit avant. Et donc, en fait, on s'est dit, si on veut avoir des résultats différents, il faut qu'on commence à faire les choses un peu différemment.
Et c'est là où on s'est dit, il faut qu'on achète des petits actifs à moins de 5 millions d'euros, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup moins de concurrence. Les acteurs institutionnels classiques n'allaient pas sur ces actifs parce qu'ils étaient trop granulaires, et les acteurs et nos concurrents, en fait, c'était qui ? C'était des acteurs privés, des marchands de biens, des investisseurs privés, qui sont un peu moins présents, qui étaient un peu moins présents en tout cas en 2024, et qui, en fait, ont l'obligation de recourir à un prêt pour acheter le bien, l'actif. Sauf que nous, en fait, du coup, on n'a pas la concurrence des institutionnels, et nous, en tant que SCPI, on paye cash. Quand je dis qu'on paye cash, c'est qu'on paye sans recourir à un prêt immobilier. Et donc, fort de ce constat, en fait, on s'est dit qu'on avait une marge de négociation sur nos actifs qui était plus importante sur ce créneau-là que si on achetait des actifs classiques à 7, 8, 10, 15 millions d'euros comme les autres SCPI. Et donc, on s'est engouffré dans la brèche et on a déployé un peu plus de 12 millions d'euros en juin 24 et en décembre 24. On a déployé nos fonds en 2 phases, en juin-juillet 2024, un peu en septembre 24 et en décembre 2024, une grosse partie en décembre 2024. Et en fait, lorsqu'on a fait la valeur d'expertise de notre patrimoine, en fait, on s'est aperçu qu'on était déjà à plus 8% sur la valeur de nos biens, alors qu'il reste une valeur théorique. La valeur d'expertise, c'est une valeur théorique donnée par un expert. C'est pas le prix du marché. Le vrai prix, c'est ce qu'un acheteur est prêt à payer pour ton bien. Mais c'est la norme pour calculer la valeur de reconstitution d'une part de Wimo One. Et en fait, la valeur d'une part aujourd'hui de Wimo One, elle est quasiment à 216 €. Là où la valeur de la part est à 200 €. Donc une valeur de reconstitution à 216 pour une valeur de part à 200 €, alors qu'on a déployé nos fonds à l'été 24 et à Noël 24. Donc avec un déploiement très rapide. Donc on n'a même pas profité exactement, on n'a même pas profité encore de la baisse des taux et du nouvel afflux de capitaux. On a juste bien acheté. Et en fait, c'est un peu notre philosophie toujours, c'est d'essayer de faire les choses différemment pour avoir des résultats un peu différents et d'être dans une logique d'optimisation pour nos investisseurs. L'autre particularité, c'est que par des mécaniques de délai de jouissance et des mécaniques d'entrée en jouissance progressive de nos associés, en fait, on arrive à avoir un peu de surperformance en 2025. L'objectif sur le long terme de la SCPI, c'est de servir 7% de taux de distribution net de frais, brut de fiscalité. Ça, c'est chaque année ? Chaque année. Et c'est un objectif, alors il faut le dire quand même, qui est non garanti parce qu'il y a des risques inhérents à l'investissement. Mais donc l'objectif long terme, c'est 7% net de frais, brut de fiscalité. Et comment on pourrait positionner la SCPI par rapport aux autres manières d'investir ? Je pense par exemple au capital risque, tout ça. Est-ce qu'il y a un classement un peu des différents investissements qu'on fait ou c'est oui, en fait, pas vraiment alors comment ça se positionne alors, je dirais pour que les gens comprennent aussi s'ils veulent investir dans une SCPI. Alors, je dirais que la base de la base, lorsqu'on commence à investir, on commence par acheter sa résidence principale. Il y a des conseillers en gestion de patrimoine qui te diront qu'il ne faut pas acheter de sa résidence principale parce qu'il y a certains secteurs sur lesquels vaut mieux être locataire et faire des investissements locatifs parce que ça générera plus de rendement ou plus de création de valeur sur le long terme. Ça, c'est un arbitrage que chacun fera en fonction de sa sensibilité parce que les gens en France apprécient quand même d'être propriétaires de leur résidence principale. Maintenant, une fois qu'on est propriétaire de sa résidence principale, généralement, le deuxième investissement qu'on fait, c'est l'assurance vie et placer de l'argent en fonds euros. Je dirais même que avant de mettre de l'argent en assurance vie en fonds euros, on se crée un petit matelas de sécurité de 3 à 6 mois d'avance parce qu'on se dit, tout le monde peut être frappé par un licenciement économique, par une période de chômage. En fonction de savoir si on est entrepreneur ou pas, il faut avoir un matelas de sécurité plus ou moins important. J'ai tendance à dire que quand on est à son compte et qu'on est chef d'entreprise, il faut avoir plutôt 9 à 12 mois de liquidité en termes de frais de fonctionnement plutôt que 3 à 6 mois. Les salariés en CDI en France sont quand même hyper protégés. Si demain tu vas te faire virer, tu as la rupture conventionnelle, tu as licenciement économique, tu as un chômage qui dure 1 an et demi, même si le chômage est moins favorable aujourd'hui qu'il ne l'était il y a à peine 2-3 ans. On a quand même une protection sociale qui marche super bien en France. Donc, résidence principale, matelas de sécurité, ensuite assurance vie, fonds euros, et ensuite en fonction de l'âge de l'investisseur, on va se permettre de prendre plus ou moins de risques. Typiquement, si on a un investisseur qui est proche de la retraite, en fait, il faut aller sur des placements qui présentent peu de volatilité,
parce que si le marché se retourne à un moment donné et que l'investisseur a 65 ans et qu'il a besoin de liquidité, il se retrouve à devoir vendre dans un marché qui est déprécié. Donc plus on est jeune, et plus on peut se permettre de prendre de risques. Donc je dirais que l'affectation et l'allocation type, c'est de se dire on peut viser 100% en fonction du profil, dynamique, équilibré, prudent, mais on peut se permettre d'aller viser beaucoup plus d'unités de compte et beaucoup plus de placements sur les marchés actions, parce que sur le long terme, c'est l'un des marchés qui performe le mieux, bien que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Voilà, il faut être un peu malin, mais en fait, on peut se permettre d'aller sur le marché action. Donc ensuite, donc généralement assurance vie, et l'assurance vie, c'est une enveloppe et on compose sa salade un peu comme on veut, plutôt des unités de compte, plutôt du fonds euro en fonction de son appétence en risque. Et puis ensuite vient la SCPI. Souvent, c'est que la SCPI, c'est un produit de complément de revenu qui vient apporter, sans se soucier de la gestion, un complément de revenu à son investisseur. Et après, in fine, en tout cas, on peut préconiser d'aller sur des investissements un peu alternatifs, la crypto, le private equity, l'art, les cartes Pokémon, les voitures. En fait, dès qu'on a un truc qui nous passionne un peu et un sujet qui nous intéresse, on peut aller sur des placements alternatifs. Mais ça, c'est vraiment en toute fin quand on a déjà bien constitué le socle, la base. Voilà. Okay. Et plus on est jeune, plus il faut s'endetter. Parce qu'en fait, il y a une mécanique de base qui est l'effet de levier. Et en fait, ça améliore son TRI, le taux de rendement interne, en tout cas la rentabilité de ses fonds propres. On va le schématiser comme ça. Et en fait, plus on est jeune, plus il faut s'endetter. Dès qu'on peut prendre un crédit quelque part, il faut prendre le crédit pour faire des placements, parce que c'est ce qui permet de décupler la performance de de ses fonds propres. Et l'immobilier, c'est vrai que c'est bien pour ça. Que ce soit en SCPI ou en immobilier physique. Ouais, excellent. Il y a même des étudiants aussi qui contractent aussi des prêts pour faire de l'investissement, tout ça. Ouais, c'est vrai. T'as raison sur ce que tu dis. Si on se met un petit peu dans la tête d'Ivan Vagic, parce que tu entreprends, tu as fait beaucoup de choses. C'est très inspirant aussi pour moi de pouvoir échanger avec toi. Qu'est-ce qu'on ne soupçonne pas sur ton métier ou sur ce que tu fais au quotidien dans le cadre de tes fonctions ? C'est une question intéressante. Je vais essayer de te donner j'y réfléchis, mais tu vois, la vraie réponse que je peux te donner, c'est que tout peut arriver et rien n'est acquis. En fait, je pense que s'il y a une chose que je peux te dire, moi, en tant que chef d'entreprise, c'est vraiment ça. C'est qu'il n'y a jamais rien de figé, rien n'est acquis, et vraiment tout peut arriver. Tout peut basculer. Exactement, c'est-à-dire qu'en 2022, on est une boîte hyper rentable, tout fonctionne, le marché immobilier neuf se porte bien. En 2023, le marché se retourne, et puis quand le marché se retourne, en fait, tu es obligé de réduire par exemple un peu tes dépenses. Donc si tu réduis un peu tes dépenses, donc tu commences avec toutes les dépenses superflues. Et tu commences par là. Une fois que tu réduis ces dépenses-là, après, il y a peut-être des personnes dans l'effectif qui sont moins efficaces, moins performantes que d'autres, etc. Donc là, des personnes comme ça, en fait, t'es amené à leur dire, tiens, ce serait bien que tu quittes la boîte. Et c'est là où en fait tu découvres la vraie nature humaine, des gens qui étaient hyper sympas dans une boîte, etc., qui t'accusent d'avoir tué leur tante, leur mère, leur père. Mais bon, dans le cadre du départ, si Ivan, tu nous donnes un petit billet de 10 000 €, on oublie tout, on efface tout, etc. Et donc en fait, on se retrouve dans des situations, dans des relations humaines qui peuvent totalement basculer du tout au tout. L'argent, il y a un côté un peu poison avec l'argent, parce que c'est pour ça que je reprendrai une phrase d'un de mes tout premiers clients qui est devenu ami aujourd'hui. C'est un gars qui est super intelligent, qui s'appelle Rémi Ménez, qui est promoteur immobilier à son compte. Il me disait il ne faut jamais penser argent, il faut toujours penser intérêt du business, intérêt du client, et il ne faut jamais penser à l'argent. Alors tu es amené forcément à penser à l'argent à un moment donné. C'est une finalité. Mais c'est une finalité, on va dire c'est une conséquence du fait de bien faire son job et d'avoir bien pensé à ton client. Mais en fait, lorsqu'on se retrouve avec des gens qui pensent qu'à l'argent, on se retrouve dans des situations qui sont des situations un peu empoisonnées, quoi. En fait, dès que les gens, le poison, l'argent, c'est quelque chose qui peut faire vriller les gens dans leur tête et les faire réfléchir de manière absolument pas constructive et absolument pas. Ils perdent ils perdent la notion du bien commun. Une entreprise, la vie, sa vie de famille, tout
tout est un bien commun qu'il faut chérir et qu'il faut essayer d'entretenir. Et en fait, quand on réfléchit avec cette philosophie-là et qu'on met l'argent en second plan, et ben en fait, on y arrive. Et l'argent devient une conséquence. Et en fait, quand je dis que tout peut arriver, c'est dans les relations humaines, dans le contexte économique. En fait, il faut être capable de tout affronter et de s'adapter, en tout cas à toute situation, et ne jamais rien prendre pour acquis. Tu peux commencer une réunion avec un a priori, avoir un a priori sur une décision qu'il faut prendre, et puis après avoir écouté tes équipes, il faut être capable de se remettre en question et de se dire, en fait, ouais, c'est mes équipes qui ont raison, c'est pas moi, Ivan Vagic, le patron, qui a raison, c'est mes équipes qui ont raison, il faut que je les écoute, donc je change d'avis, et je change d'avis en une demi-heure après avoir écouté mes équipes et après avoir été convaincu par elles. Donc, ne pas prendre les choses pour acquis, être capable de s'adapter, se dire que tout peut arriver, ne pas penser à l'argent, penser au bien commun, penser à son client, penser à l'intérêt penser avoir une logique business qui soit non pas social, parce que c'est pas le terme, mais il faut pas et puis c'est pas ce que les gens attendent. Plein de boîtes qui mettaient en avant le baby foot tu vois, pour recruter des gens. En fait, les gens, ils s'attendent à se sentir bien. Il faut pas être faux dans les relations. Les gens viennent pas chercher une deuxième famille au travail, faut pas se mentir, ils ont leur propre famille, ils ont leur vie, donc faut pas se raconter de salade non plus, faut pas tomber dans un paternalisme un peu social qui sert à rien. Les gens, c'est pas ce qu'ils viennent rechercher dans une entreprise, les gens viennent se sentir bien dans leur boîte, ils viennent avoir des patrons et des relations qui sont justes, travailler dans un bon climat, de bonne foi, de bonne situation, et en fait l'idée c'est de servir ça. Alors après, forcément, dans la vie, on s'endurcit un peu, et c'est vrai que quand on est entrepreneur, chaque année compte triple. Chaque année compte triple parce que un jour tu as un contrôle fiscal, un jour tu as un client qui te lâche, un jour tu as un client qui t'abandonne pour des raisons qui sont pas bonnes, et puis à côté de ça tu as des clients qui t'adorent, qui te sont fidèles pendant 10 ans et qui changeront jamais. Tu as des clients dans la SCPI, pareil, il y a des clients qui ont mis plusieurs millions d'euros, on n'entend jamais parler. Tu as des clients qui ont mis 1000 euros parce que c'est toutes leurs économies et parce qu'ils gagnent un SMIC et qui en fait vont t'appeler 3 fois. En fait, chaque personne est importante et il faut témoigner du respect à tout le monde parce que chaque personne est un client, un associé. Et voilà, chacun a son expérience de vie, son parcours qui fait que faut naviguer à travers tout ça. Donc je t'ai fait une réponse très vague, mais tu as quelques idées fortes à l'intérieur. Ne pas guider son action par l'argent, par un gain à court terme, toujours penser long terme, toujours penser à son client, à l'intérêt de son entreprise. Tout peut arriver, faut être prêt à tout dans la vie, quoi. Voilà, à affronter toutes les épreuves et à tout affronter, s'adapter, quoi. Oui, moi je pense que tout le monde n'est pas capable d'entreprendre, hein. Souvent ça fait un peu rêver même les jeunes, hein. Moi je vois les étudiants, mais après il n'y a personne qui va te dire qu'il faut travailler, qu'il faut prospecter, qu'il faut charbonner, hein. Donc parfois il y a un peu l'utopie de la réalité là-dessus. J'aimerais qu'on revienne un petit peu, une dernière petite question sur la SCPI. Souvent il y a un peu des idées reçues, tu sais, sur ces placements. Est-ce que tu pourrais nous donner 3 idées reçues qu'on constate, qu'on entend trop souvent aujourd'hui sur les SCPI? Alors 3 idées reçues sur la SCPI. Ou 4. Je sais pas, je dirais peut-être que souvent on entend que la SCPI c'est un placement un peu pépère qui rapporte pas grand-chose. Et faut savoir qu'historiquement, la performance moyenne d'une SCPI c'est 4,5% de taux de distribution. En fait, aujourd'hui, on est dans une situation, et c'est pour ça que je dis souvent, il y a une phrase qui est très bien, qui est une phrase réglementaire qui est imposée, c'est les performances passées ne présagent pas des performances futures. Sauf que 100% des gens que je connais regardent le passé pour investir dans le futur, alors que c'est pas ça qui compte. Je vais donner un exemple concret. Aujourd'hui, moi ma SCPI, elle a pour objectif de servir 9,5% net de frais brut de fiscalité sur l'année 2025. On a lancé la SCPI en juin 2024. Faut savoir qu'en fait, sur les 9 derniers mois, pour une part en pleine jouissance, les premiers investisseurs, ils ont déjà eu 7,5% de taux de distribution sur les 9 derniers mois. Dans un trimestre, on va pouvoir communiquer de manière officielle sur un taux de distribution sur 12 mois.
parce que c'est la norme qui impose de communiquer uniquement sur le taux de distribution dès lors qu'on a un historique. Donc premier point, souvent on dit que c'est un investissement un peu pépère. Exactement, et en fait qu'il n'y a pas de performance, sauf qu'aujourd'hui, en fait, il y a eu 19 SCPI qui se sont créés en 2024, et ben en fait les SCPI elles sont hyper dynamiques, parce que les mécaniques des délais de jouissance, de l'effet de levier et des acquisitions qu'on peut faire aujourd'hui sur le marché immobilier font que, en fait, il n'y a pas eu de meilleur moment pour rentrer dans une SCPI qu'en 2023-2024. Sauf qu'en fait, c'est le moment où les gens ont le plus eu peur d'investir en SCPI, parce qu'il y avait des SCPI qui décotaient leur prix de part, qui dégradaient leur performance, etc. Donc, l'idée reçue qui consiste à se baser et à se fonder sur le track record et sur le passé pour prendre des décisions, en fait, c'est pas du tout adapté dans n'importe quelle décision d'investissement. Ce qu'il faut faire, c'est essayer d'anticiper le futur. C'est jamais facile, mais essayer d'anticiper le futur. Ça fait 2. Est-ce que tu as une troisième ? Une troisième sur le marché de la SCPI, je sais pas, j'y réfléchis, mais se dire que, en fait, oui, pour investir en SCPI, il faut déjà avoir une grosse somme. En fait, la réalité, non. C'est qu'en fait, en SCPI, tu peux commencer à investir en SCPI à partir de 1 000 €. Tu peux mettre en place des versements programmés. Et qu'en fait, effectivement, le gain sera toujours proportionnel à la mise que l'on investit. Mais il n'y a pas de petit investissement. Et il faut commencer le plus jeune possible à investir. Et souvent, en fait, on s'aperçoit que les gens ont une barrière intellectuelle en se disant « Ah non, il faut au moins 30, 40, 50 000 € pour investir en SCPI. » Non, il suffit de 1 000 € pour commencer. Et enfin, même des confrères qui ouvrent peut-être leur part à 200, 300, 400 €, je ne sais pas. Je ne connais pas bien le marché, je ne connais pas très bien mes confrères. Mais je sais qu'en ce qui nous concerne, à partir de 1 000 €, on peut devenir copropriétaire du patrimoine immobilier. Et ça, déjà, le simple fait de faire l'action d'investir, ça génère un complément de revenu qui aide au quotidien, qui peut être réinvesti, etc. Et il ne faut jamais oublier la merveille que constituent les intérêts composés. Quand on commence à 20 ans et qu'on investit toute sa vie jusqu'à ses 60-65 ans, en fait, on devient très facilement millionnaire, voire peut-être même multimillionnaire, si on a toujours cette logique d'investir et de réinvestir ce qu'on a gagné, et ainsi de suite. Et est-ce que tu dirais que les Français, d'une manière générale, ont une bonne éducation financière ? Je pense que non, parce que les Français ont une logique qui consiste à être pour 90% d'entre eux, à trouver un job, être en CDI, acheter sa résidence principale et basta. Et en fait, les gens ne veulent pas de risque. Et donc, du coup, ils font par exemple du fonds euro ou autre, etc. Alors qu'il n'y a rien de pire lorsqu'on a 25 ans que de placer son argent en fonds euro. On a 30 ans devant soi pour profiter de la hausse potentielle des marchés émergents. On pense à Nvidia, l'intelligence artificielle. Il y a des gens qui sont devenus multimillionnaires avec ça. Mais en fait, il faut juste s'intéresser au monde. Il faut prendre l'habitude de lire le journal. En fait, le problème, c'est que les gens ne sont pas assez intéressés au monde. Ils passent trop de temps à jouer à Candy Crush sur le téléphone et à faire leur vie et à déjà être en PLS parce qu'ils ont 1 ou 2 enfants à gérer, qui rentrent chez eux, ils sont fatigués, ils ont pris le métro. Et donc en fait, il faut avoir un supplément d'énergie et d'envie pour aller se dépasser, pour aller s'intéresser au monde, etc. Et dans un monde, en fait, les gens sont quand même assez fatigués. C'est pas facile pour la plupart des gens de vivre, tout simplement. Toi, t'es jamais fatigué ? En fait, moi je vais te dire un truc. J'avais 23 ans, je pensais que j'étais débordé, j'étais étudiant, j'avais ma copine qui est devenue ma femme. J'ai l'impression d'être au bout de ma vie quand je devais préparer mes partiels, etc. Je dis, ça y est, c'est trop dur la vie. Puis après, t'as un enfant. Puis quand t'as un enfant, tu te rends compte, tout le temps que j'avais pour m'ennuyer avant, c'est incroyable. J'avais le temps de m'ennuyer, j'avais le temps de faire ce que je voulais, quand, quoi, comment. Puis t'as un enfant, puis t'en as 2, puis t'en as 3. Puis en fait, à un moment donné, tu crées ta boîte. Et puis en fait, tu t'aperçois que ta charge d'âme, non seulement t'as ta famille, mais en plus de ça, les gens, tes salariés, comptent sur toi, sur le business que tu vas rapporter pour nourrir leur propre famille. Ou pour vivre tout simplement. Et ça, tu te dis, mais en fait, j'ai pas le droit de manquer d'énergie. Et donc, à un moment donné, je peux avoir des coups de barre. Mais en fait, moi, j'ai une particularité dans ma vie, c'est que moi, j'ai ma fille qui est atteinte du syndrome de Rett. Et donc, en fait, on fait beaucoup d'efforts, beaucoup de kiné, beaucoup de prise en charge
que les médecins français nous préconisaient pas, mais on fait venir des médecins d'Israël, on fait venir en tout cas des spécialistes du monde entier de sa maladie qui l'aident à progresser. Et en fait, quand on voit les efforts qu'elle déploie pour apprendre à marcher, tout simplement vivre, et parce que sa maladie affecte le message nerveux dans son corps, en fait, t'as pas le droit, tu peux pas être fatigué lorsque ta vie elle est normale, lorsque tu peux te lever le matin, que tu peux te brosser les dents tout seul, que tu peux manger tout seul, que tu peux tout faire tout seul et que t'as pas besoin de t'entraîner et t'as pas besoin de faire appel à tous les spécialistes du monde pour essayer déjà d'apprendre à marcher et ou te tenir droite, tu vois. Et en fait, quand tu vis ça au quotidien, mais en fait, tu ressens pas la fatigue différemment, t'as pas la même énergie et t'as pas la même volonté d'entreprendre et de créer des choses. Et en fait, c'est là où tu t'aperçois que en fait, c'est nos épreuves, notre quotidien qui contribuent et qui conditionnent l'énergie que tu as à déployer et à entreprendre des choses et à créer des choses. Et en fait, la vie est faite de joie, la vie est faite de drames. On souhaite aux gens le moins de drames possible dans leur vie, mais in fine, c'est ce qui fait. Ce sont ces épreuves et ces choses-là qui font la personne que tu es. Et en fait, quand tu as une vie dorée, que tu n'as pas d'épreuves, que tu n'as jamais manqué d'argent, que tout va bien dans ta vie, que tes enfants vont bien, que tes parents vont bien, que toute ta famille va bien et que tout va bien dans ta vie, en fait, d'une certaine manière, est-ce que tu as quelque chose qui te motive à te surpasser ou à avoir un supplément d'âme ? Pas sûr. Lorsque tu viens d'un milieu pauvre ou que tu as des choses à prouver, que tu as vécu des choses difficiles dans la vie ou que tu en vis, et pour toutes les personnes qui vivent des épreuves, nous par exemple, je vais te donner un exemple, on a mis en place de la communication avec une tablette oculaire pour ma fille, et elle communique avec nous à travers ses yeux. Incroyable. Elle va à l'école, elle arrive à communiquer, elle nous répond, elle participe avec nous. En fait, nous, on a essayé de diffuser ça à certains parents. Mais en fait, il y a des parents qui refusaient de mettre en place la tablette parce que ça prenait de la place sur leur table de salle à manger. Et donc, leur fille ne peut pas communiquer avec ses parents parce que les parents trouvent qu'avoir une tablette que tu mets sur la table, ça prend de la place au moment du repas. C'est fou. Et alors qu'on est en France et qu'en fait, en France, la beauté de la France, c'est que la France est critiquable sur plein d'aspects, sur l'administration qui étouffe les entreprises, etc., toutes ces choses-là. Mais, mine de rien, la France aide et elle est présente socialement pour aider les gens. Donc tu as besoin d'avoir une tablette, tu peux faire une demande, ça prend du temps, mais tu finis par avoir une tablette et tu peux mettre en place certaines choses pour aider. C'est pareil pour beaucoup de choses. Donc voilà, tout ça c'est une affaire de motivation, d'envie, et puis tant que j'ai le feu sacré, je continue pour les 30-40 prochaines années, sinon je vais m'ennuyer. Non, excellent, je pense que c'est une très bonne leçon là-dessus. On sent que tu as une énergie et ça galvanise, et même aussi tu arrives à me la transmettre, donc j'adore ça. On arrive à la fin de cet échange, Yvan. Est-ce qu'il y a un sujet que tu voudrais aborder en particulier ? On peut terminer sur un sujet pour rester dans la continuité de ce que je disais avant. C'est vrai que du coup, le groupe Wimo a créé un fonds de dotation qui s'appelle Génolimite. On l'a pas assez développé, pas assez utilisé, parce que tu parlais d'énergie, mais des fois, au bout d'un moment, tu arrives aussi à une certaine limite humaine, on est fatigué, etc. Donc, quand on est un groupe aujourd'hui d'une 50aine de personnes avec l'immobilier neuf qui repart, une restructuration, tu as des gens qui partent, des gens qui arrivent, donc il y a des pertes de compétences, on a des super éléments qui sont partis, tu les remplaces, donc il faut le temps de les former. Donc je dirais qu'il y a un sujet qu'on n'a pas assez développé, parce que c'était pas évident, parce qu'on était dans un secteur en crise, c'est Génolimite et notre fonds de dotation. Et je dirais que s'il y a une chose qu'on veut faire en 2025, c'est développer notre fonds de dotation qui est là pour collecter des fonds, pour financer la recherche sur les maladies infantiles. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas assez développé et qu'on va développer de plus en plus dans les mois et années à venir. Et je pense que c'est bien que les auditeurs entendent que on fait des choses avec une vraie conviction chez Wimo. Souvent, je fais plein de vidéos avec des spécialistes de la gestion de patrimoine qui nous demandent quelle est votre politique RSE, etc. etc. Et en fait, nous, on considère que ce qui est fait globalement dans la finance, c'est quand même un peu du bullshit. C'est juste cocher des cases. On fait appel à des professionnels qui vont te remplir les bons documents pour dire que tu fais bien les trucs, pour essayer d'avoir les labels qui vont bien, les labels ISR, etc. Alors qu'en fait, in fine, il y a assez peu de conviction profonde chez les gens, tout ça. C'est juste que c'est bien d'avoir ce label et in fine, ça détruit aussi un peu de performance, donc c'est pas l'objet du véhicule de la SCPI. Et donc la vocation du groupe, c'est de faire des choses avec de vraies convictions
pas essayer en tout cas de s'afficher avec juste un truc parce que c'est bien d'avoir un totem et de dire bah tiens on est ISR, on a tel label, tel truc, etc. C'est-à-dire que chez nous on va faire les choses avec de vraies convictions. Et Génolimit on l'a pas assez développé, pas assez à mon goût. Et donc c'est quelque chose qu'on a envie de développer plus. Il y a un site internet. Il y a un site internet qu'on est en train de remettre en ligne parce qu'on mettrai les infos dans exactement. Et c'est gentil comme tout. Et puis l'idée pour nous c'est d'essayer de continuer à collecter des fonds pour financer la recherche modestement à notre niveau parce que on change d'échelle. Dès qu'on veut financer la recherche, on parle de dizaines, de centaines de millions d'euros. Mais si on peut contribuer modestement à rendre le monde meilleur, en fait on le fera. Voilà. Écoute Yvan, merci beaucoup pour cet échange. De rien. Voilà, c'était très intéressant aussi pour moi. Je te dis à bientôt au vestiaire et pour de nouveaux échanges enrichissants sur toute la partie financière. C'était vraiment super. Merci Yvan. Merci à toi, merci Julien, merci au vestiaire. Vous avez écouté Le Vestiaire, le podcast du vestiaire de l'immobilier. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et suivez-nous sur LinkedIn et Instagram. Pour en savoir plus sur notre club privé d'affaires, rendez-vous directement sur notre site internet